Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soir. Bonjour mon cher Russ, comment ça va? Salut Guillaume, salut tout le monde. Alors, on s'intéresse aujourd'hui à Dustin Poirier qui s'est incliné lors de son deuxième title shot en carrière face à Charles Oliveira cette fois. Dustin Poirier, moi je retiendrai cette image, tu vois, j'avais attendu tout le week-end, sans être forcément, vous l'aviez entendu, on voyait une victoire de Dustin Poirier, mais on n'était pas non plus fanatique, partisan, une victoire du natif de Louisiane, mais c'est vrai que Enfin, vraiment, moi, c'est ce qui me triste le plus. On n'aura jamais le paid in full que Dustin Poirier a voulu pendant toute sa carrière. Enfin, franchement, ça doit être très dur, ça, pour un combattant. Ah, mais surtout, moi, j'ai toujours cette image de Chael Sonnen, en fait, tu sais, pareil, qui a eu ses title shots et qui avait promis à son père, qui est donc défunt, qu'il serait champion du monde, et en gros à chaque fois qu'il parle de ça, Chael Sonnen, du fait qu'il a eu l'opportunité mais que ça ne s'est jamais matérialisé, qu'il est jamais devenu champion, tu sais, plusieurs fois il retient ses larmes et parfois même il ne les retient pas, mais donc tu sais en fait c'est vraiment tellement dur de savoir que c'est le rêve de toute une vie et qu'ils ont tout sacrifié pour en arriver là et que ça se matérialise pas en fait, et surtout aussi près du but entre guillemets, et quand en plus tu as plusieurs opportunités. Parce que déjà, Dustin Poirier, je sais pas si tu te souviens, avait dit après le combat contre Khabib qu'il était dévasté parce qu'il s'était dit putain, c'était peut-être la seule opportunité que j'aurais de toute ma vie. Et donc là, il en a eu une deuxième et il était en mode, je sais que dans les interviews juste avant, il disait en gros, voilà, c'est ma nouvelle opportunité. Je pensais même pas que j'en aurais une. Maintenant, je veux devenir champion du monde parce que voilà, c'est le rêve d'une vie et tout ça. Donc le fait que 2 fois il échoue au titre, ça doit être horrible quoi. Et d'ailleurs on l'a vu puisque lui-même il était pas en pleurs dans la conférence de presse, mais il avait les yeux qui étaient remplis quoi, et ça fait chier pour lui quoi, c'est dur. Et sur ces mots, on va se quitter sur le générique. Soit. Dustin Poirier, là c'est une nouvelle défaite donc pour lui en combat pour le titre. Il se pose même la question, on l'avait dit dans le podcast qui précédait l'UFC 269, qu'il y avait mine de rien un risque de retraite pour Dustin Poirier. C'est ce qu'il a dit immédiatement, il dit je peux repartir vers une série de victoires, je peux avoir un nouveau title shot, mais est-ce que j'en ai envie? Est-ce que je le veux? En fait, j'essaie de chercher un exemple là d'un combattant qui a réussi. C'est-à-dire après, non pas un, mais 2 revers pour le titre, à repartir sur une 3e série, parce que mine de rien, c'est quand même avoir 2 opportunités pour le titre, c'est quand même généralement donc que tu as eu un run, tu repars ensuite à la case départ puisque tu n'as pas eu le titre, et tu refais un 2e run qui te ramène vers ce titre-là. Donc forcément, ça veut dire que ça s'étale quand même dans le temps. Donc au-delà même de la personne que tu affrontes à chaque fois pour le titre, il y a le côté, donc forcément, c'est dans le temps que c'est très étalé, quoi. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que donc là, s'il veut repartir vers un nouveau run, même s'il le veut, il repart donc pas de la case départ non plus. C'est pas quelqu'un qui arrive à l'UFC, mais il doit refaire ses preuves dans le couloir de la mort, que ce soit en lightweight ou que ce soit en welterweight. Donc, c'est-à-dire 2 minimum, peut-être 3, 4 combats qu'il faut encore enquiller contre les meilleurs de la planète, et de façon nette, claire et nette. C'est extrêmement dur. Alors je me disais, il y avait les exemples auxquels je pense, donc c'est Chael Sonnen qui en a eu 2, et puis après du coup sa carrière forcément, puisque du coup après comme tu avances en âge aussi, c'est de moins en moins facile. Donc il y a eu Chael Sonnen contre Anderson Silva 2 fois, et ensuite sa carrière a pris un tournant différent, il est parti au Bellator, etc. Gustafsson par 2 fois aussi, et après ça, sa carrière a décliné très fortement aussi. Uriah Faber. Uriah Faber, absolument, qui est pour le coup, lui, il en a même eu plus que 2, enfin je sais plus combien il a eu de title shots, je crois. Parce qu'il y a le WEC aussi. Hein. Mais il a été champion du WEC, cela dit. Complètement.
Mais à l'UFC, il a eu plusieurs title shots et au WEC aussi. Enfin, je crois effectivement, je crois que de tentatives de devenir champion, il en a eu, je crois, 4, quelque chose comme ça. Mais c'est l'exception qui confirme la règle du coup, parce que effectivement, Uriah Faber, il est resté à très très haut niveau pendant très longtemps et faudrait voir les spécificités. Mais donc c'est peut-être celui qui confirme cette règle. Mais de manière générale, enfin, et puis ça se tient. Je veux dire. Tu avances en âge et puis il y a aussi ce côté enfin tu dois te reconstruire quoi, tu dois te reconstruire après une défaite. C'est pas facile parce que on sait aussi qu'il y a ce truc de quand tu as eu un combat pour le titre et que tu l'as perdu, bah généralement en fait après tu n'es déjà plus jamais le même. Je suis un fan absolu de Dan Hardy. Mais bah voilà, par exemple, Dan Hardy, après son combat contre Georges Saint-Pierre, n'a plus été le même. Je pense à lui parce que c'est un de mes combattants favoris, mais je sais que c'est très courant. Et en gros, je pense que là, c'est entre guillemets psychologique dans le sens, tu arrives au top de ton sport, tu as un run vers le graal absolu de ton sport, et tu tombes sur un mec qui te fait comprendre que non, ça n'arrivera jamais parce que je suis meilleur que toi. Et il y a beaucoup de situations et beaucoup d'exemples où bah, donc après avoir eu ce title shot et avoir perdu clairement contre le champion, les personnes ne reviennent plus vraiment à un niveau suffisant pour être un contender. Donc je ne sais pas ce qui arrivera, ce qui adviendra de Dustin Poirier parce que je soupçonne que aussi il ait eu, que ce soit contre Khabib ou que ce soit contre Oliveira, entre guillemets, cette pression trop écrasante de potentiellement devenir champion. Parce que Tu penses? Parce que contre Charles Oliveira, moi, il a eu plus de succès contre Khabib Nurmagomedov et surtout, mine de rien, la soumission du troisième round, clairement, bon, ça, je l'exclus complètement. C'est vraiment ce qui se passe sur le deuxième. Sur le deuxième round, la manière dont il réagit, dont il l'a expliqué, ça a l'air d'avoir été quelque chose, tu vois, qui a été travaillé, en tout cas, avec son staff, tu vois, le fait de se dire, je sais pas, hein. on n'a pas, dans le sens, tu vois, il explique vraiment, moi, je voulais laisser aucune opportunité de soumission. Et donc, j'ai préféré passer tout le round sur le dos, plutôt que de risquer, pourquoi pas, de me faire terminer. Et puis ensuite, il explique, bien évidemment, ses regrets pour le troisième round, parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, il s'est fait terminer. Lors de l'interround entre le deuxième et le troisième, son corner lui explique, bah la prochaine fois, justement, faut qu'il bataille vraiment énormément pour le takedown. Mais en tout cas, Dustin Poirier, lui, comme il l'a expliqué, tu vois, ça avait l'air d'être vraiment raisonné, tu vois, il était pas en mode, putain, j'ai fait une connerie, ensuite je me suis retrouvé dans cette situation-là. C'est vrai, mais on en avait déjà parlé dans le podcast de débrief. Et bah, du coup, je viens d'écouter aussi votre podcast avec Polydomso. Et bah, du coup, on a l'air d'être à peu près tous d'accord sur le fait que rationnellement, c'est une stratégie qui, pourquoi pas, se tient, parce que donc tu neutralises le jeu jusqu'à la fin du round pour ensuite repartir sans avoir été terminé. Mais du point de vue d'un combattant, de se dire, de savoir au fond de toi que s'il n'y avait pas ce truc artificiel qui est la fin d'un round, donc tu t'en sortais jamais en fait. C'est-à-dire que si les rounds n'existent pas, donc ça veut dire que qu'est-ce qu'il aurait fait en fait. Et ça, je pense que même si c'est stratégique, c'est sûr, mais j'ai du mal à croire que ce soit le signe de quelqu'un qui est vraiment en confiance et qui ça fait chier, j'ai pas envie de prononcer ces mots parce que je suis qui, tu vois. Mais ça fait pas très mentalité champion. Tu vois ce que je veux dire? Enfin. Mais dans ce cas-là, comment t'expliques sa victoire face à Max Holloway? Parce que mine de rien, il a déjà eu une ceinture, celle de champion intérimaire des lightweight. Et où là, pour le coup, il était taille champion de Dustin Poirier. Il était taille champion. Mais en fait, je sais pas, j'ai un peu ce sentiment que quand il sait que putain, c'est tellement abstrait, mais j'ai l'impression que, tu vois, contre Khabib, tout le monde est en mode, le mec est un espèce de demi-dieu du MMA, il écrase tout le monde, c'est un miracle si t'arrives à comment dire, à gagner contre lui. Donc il y avait la pression de se dire, tu sais, par exemple, quand il a eu les guillotines contre Khabib,
je pense qu'il a eu la pression de se dire putain, ça se trouve, c'est presque fébrile, tu vois, je sais pas, j'en sais rien, tu vois, c'est vraiment des suppositions. Et puis là, il y a peut-être tout simplement aussi le côté, comment dire, c'est la vraie ceinture. Enfin, je sais pas comment dire, C'est la vraie ceinture, c'est sa dernière chance aussi, mine de rien. C'est sa dernière chance, et puis c'est la ceinture qui fait que tu rentres dans l'histoire en tant que champion indisputé, enfin, merde, dommage, incontesté. Incontesté, c'est ça. Et je pense qu'il y a une certaine pression qui arrive avec ça, et parce que lorsqu'il a été champion intérimaire, bon, c'est la ceinture intérimaire, tu as une ceinture, mais le champion c'était Khabib. Donc, enfin, dans la tête de Dustin, je suis quasiment certain qu'il savait qu'il n'est pas champion du monde, tu vois. Il a pas atteint ce rêve qu'il avait depuis qu'il a commencé le MMA, qui était d'être champion du monde, parce qu'il y avait Khabib et que c'est une ceinture intérimaire. J'ai cette impression que lorsque c'est la vraie ceinture et qu'en gros c'est son rêve de toujours qui se présente, ben je sais pas, j'ai du mal à ne pas voir une espèce de peur de gagner, ou enfin presque, tu vois, ça me fait chier parce que j'aime pas dire des choses comme ça, parce que c'est de la part de nous qui avons voilà, enfin on fait pas 3 fois champion du Bellator quand même, reste. Ouais, voilà, tu vois, c'est vraiment, ça me brûle la bouche de le dire, mais moi j'ai cette impression presque que il a cette fébrilité au moment de potentiellement avoir ce dont il a toujours rêvé et qui entre guillemets hante ses nuits, tu vois, qui fait que je pense que mentalement il y a un truc qui lâche, quoi. Et pour toi, Dustin Poirier, là, même sans ceinture, hein, tu placerais où dans l'histoire? Parce que vraiment, personnellement, moi je trouve que ça fait un petit peu tâche ces 2 défaites en combat pour le titre, enfin surtout celle-là, on va voir ce qui se passe ensuite pour la suite de la carrière de bien évidemment Charles Oliveira. Contre Khabib, on l'a dit, on le dit à chaque fois, tout le monde perd, donc c'est pas très grave. Là, il était attendu au tournant, la plupart des gens le mettaient favori, hein, bien évidemment, et malheureusement pour lui, ce 2e title shot est synonyme de défaite. Donc dans l'histoire, tu le mets où, sachant qu'il y a pas mal de gens qui le mettaient comme 2e plus grand lightweight de tous les temps, hein, juste derrière Khabib. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pour ça, c'est que je pense que ce serait vraiment trop dur de dire qu'on l'a vu trop beau, parce que j'y crois pas une seconde. Pour moi, en fait, c'est les compétences qu'il a montrées et les gens qu'il a battus et la manière dont il les a battus, pour moi, ça le place à jamais parmi les meilleurs lightweight de tous les temps. Bah, du coup, ce sera jamais le meilleur. Il sera jamais dans la conversation de le meilleur potentiellement de tous les temps. Mais pour moi, ça n'enlève rien au fait qu'il reste un des meilleurs lightweight de tous les temps. Pour moi, c'est vraiment, voilà, ce sera le roi sans couronne. Je pense que désormais, ce sera ça. Dustin Poirier, ce sera un des meilleurs qui n'ait jamais, dans la catégorie lightweight, qui n'ait jamais pratiqué ce sport sans avoir eu la couronne. Et le meilleur de l'UFC tout court ou pas? Bah, du coup, maintenant, non, parce que, bah, voilà, quoi, il y a eu Khabib, donc, entre guillemets, c'est normal, mais. Non, pardon, je me suis mal exprimé dans le sens, le meilleur parmi ceux qui n'ont pas eu de titre UFC. Ah oui. Ah oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. Devant Tony Ferguson? Pour moi, ouais. Ouais, parce que, quand même. Eddie Alvarez, Justin Gaethje, Dan Hooker, Conor McGregor x2, Max Holloway, enfin, il a battu mais des monstres, quoi. Il a battu des monstres. Et à chaque fois, il les a vraiment battus. C'était pas des trucs un peu, tu sais, à la Aljamain Sterling, Corey Sandhagen, où ça se passe tellement vite que tu te dis, putain, bon, bah, s'il le refaisait, peut-être que ce serait différent, parce que là, quand même, waouh. Non, il les a battus, quoi. Donc, il a battu les meilleurs de sa génération, à part les champions. Donc, pour moi, Dustin Poirier, c'est... Ouais, non. Pour moi, Dustin Poirier est le meilleur lightweight de tous les temps à n'avoir pas eu de ceinture. God damn! Alright. Et meilleur combattant UFC de tous les temps à ne pas avoir eu de ceinture ou pas? Sachant que y a généralement les gens ils placent Tony Ferguson, ils placent des Yoel Romero par exemple, qui a eu quelques title shots. Non, je dirais quand même oui.
Oui, l'avantage Ouais. qu'il a aussi par rapport à eux, hein, c'est que là, c'est pas du tout qu'on a cette culture de l'instant, mais pour Dustin Poirier, il a pas encore eu le temps de connaître le déclin comme ces deux-là l'ont connu. Tony Ferguson, on se pose cette question-là juste avant le combat contre Justin Gaethje, je pense qu'on est d'accord, on dit oui, c'est Tony Ferguson. Yoel Romero, on me pose cette question-là juste après sa défaite lors du deuxième combat contre Whittaker où il score quand même 3 knockdowns. Je pense qu'on dit c'est Yoel Romero. Depuis, bien évidemment, de l'avoir collé sous les ponts, il y a eu des défaites de part et d'autre. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur Dustin Poirier. En tout cas, assez compliqué. Moi, je sais pas trop, tu vois, ce que j'ai envie pour la suite, pour lui, que ce soit chez les welterweight. On a certains qui parlent de la tétralogie face à Conor McGregor. Ça me dérangerait vraiment pas, tu vois, qu'ils partent comme ça en étant, bien évidemment, pas au sommet, mais tu vois, t'es à un combat du titre, enfin, à une victoire, tout simplement, de la ceinture, et qu'on puisse pas avoir ça, un espèce de déclin de Dustin Poirier, qui puisse, en tout cas, je sais pas ce qui peut se passer après, mais c'est quelqu'un, forcément, il va pas se faire éteindre en un seul coup, il y aura des guerres, s'il perd les guerres, enfin, j'ai pas du tout envie de connaître, moi, personnellement, en tout cas, aujourd'hui, hein, un déclin de Dustin Poirier, tu vois, je trouve qu'il est trop jeune, qu'il montre encore trop de choses intéressantes pour ça, et je sais pas non plus ce qui reste à faire pour lui à l'UFC, hein, dans le sens où, si là, sans la ceinture, ils font les retrouver avec Conor McGregor, avec Dustin Poirier père, il sera complètement oublié. Peut-être, enfin franchement on en parlait, hein, mais peut-être à la rigueur, tu vois, un combat contre Nate Diaz, ça n'a aucune incidence sportive chez les welter comme chez les lightweight, ça lui permet un beau salaire, ça permet aussi un combat assez plaisant, et ouais, c'est peut-être la seule chose que je veux pour lui en ce moment. Moi, j'aimerais bien qu'il essaie les welterweight quand même. J'aimerais bien. Parce qu'on sait jamais, tu vois. On n'est pas à l'abri. Alors, Ramzat Dustin Poirier. Ouais, non, je sais pas. Je sais pas quand même. Mais disons, en fait, je pense qu'on n'est pas à l'abri ouais. d'une. Comment est-ce qu'on dit en français Oui, complètement. Une renaissance. Renaissance de carrière, voilà. On n'est pas à l'abri de ça en welterweight. Alors, je le vois pas non plus, on sait jamais, mais je le vois pas là tout de suite non plus aller jusqu'à un titre. Mais de toute façon, il est jeune, comme tu l'as dit, et en plus, c'est un guerrier. Donc, et puis, il est encore au sommet physiquement. Il faut qu'il ait les match-up favorables, tu vois, à mon sens aussi. Parce que les welterweight, t'as quand même, on voit clairement ceux qui viennent de la catégorie lightweight et les papas, quoi. Bah, ah non, ils sont potes avec Masvidal, c'est dommage. Mais j'aurais bien aimé. Ouais, mais tu vois, un petit Dustin Poirier, Vicente Luque, c'est un vrai welterweight, Leon Edwards. À un moment donné, très intéressant. Ouais, mais c'est pour ça, faut quand même lui filer des 20 monsieur, tu vois. Non, c'est clair. Non, carrément. Donc, en fait, tu vois, il y a plein de match-up intéressants au welterweight. Hein. Donc, moi, je suis chaud. Je suis chaud pour welterweight. Et bah voilà, c'est parti. Ce sera welterweight pour Dustin Poirier. Merci beaucoup, Rust. Allez, big shout out à my sweet pea, my sweet protein. Moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Bingo. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. You already know. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Vous avez vu la magnifique déco de tsumi-heart.com. C'est eux qui s'occupent de la déco de notre studio. Et bien plus encore, vous allez le découvrir d'ici quelques jours maintenant. Allez. Bien plus encore.